10 100 001e essai. Journal de bord de cycle. La Terre a explosé depuis maintenant 100 000 ans. Nous sommes à bord de cycle et nous voyageons depuis 10 000 ans à travers l'espace, à la recherche d'une nouvelle planète. Nous avons bientôt trouvé une planète appelée Kepler 51. Au cœur de la station, le défilé laissait place à un grand silence. Tout le monde était calme, la tête baissée vers le bas. La tête baissée vers le bas, tout le monde était calme. Il y avait toute l'équipe qui était rassemblée. Toute l'équipe était rassemblée, la tête vers le bas, laissant un grand calme derrière lui, un grand froid. Le cercueil était au milieu. Le cercueil qui était au milieu de la pièce, recouvert d'un drapeau. Recouvert d'un drapeau au-dessus, le drapeau américain. Le cercueil fermé. Ce n'était pas un cercueil ouvert. Le corps à l'intérieur. Le crématorium qui était en train de brûler. Le crématorium était en train de brûler. Les flammes ardentes étaient en train de prendre feu petit à petit. À l'extérieur, il y avait un vent fort. On pouvait le sentir basculer et bouger, frapper les parois du vaisseau. Toute l'équipe au complet était à l'intérieur, tête vers le bas, habillée correctement, regardant ses chaussures, regardant le sol, regardant par terre. Moi, j'étais là, à côté du cercueil, et je gravais mon nom, juste sur le bois. Juste sur le bois, je gravais mon nom, avec le couteau. Avec le couteau que j'avais dans ma main, j'ai gravé mon nom. Ensuite, un suivant s'est levé. Il s'est abaissé, s'est agenouillé, s'est mis devant le cercueil et a gravé son nom avec son couteau. Le suivant a fait la même chose, retournant dans les rangs. Retournant dans les rangs, le suivant a fait la même chose. Il s'est agenouillé juste devant et a gravé son nom avec son couteau. Il a gravé son nom avec son couteau. Ensuite, retournant dans les rangs, le suivant a fait la même chose, et ainsi de suite. Et ainsi de suite, on s'est tous précédés et succédés pour pouvoir aller marquer notre nom sur le cercueil, recouvert d'un énorme drapeau américain. Le cercueil a commencé à glisser très légèrement. Il glissait très légèrement vers les flammes, et les flammes commençaient à brûler, à tel point qu'on avait l'impression que c'était l'intérieur du vaisseau entier qui brûlait. On avait l'impression que c'était l'intérieur du vaisseau entier qui brûlait. J'ai regardé les flammes pendant un instant. Une légère flamme sur le côté dépassait. Il y avait une légère flamme sur le côté qui dépassait. De l'autre côté, il y avait un vent fort et puissant. Ce vent fort et puissant était à l'intérieur du crématorium. À l'intérieur du crématorium, il y avait ce vent fort, puissant, mais en même temps très léger. Puissant mais très léger, en même temps là mais pas là. Il y avait ce calme, ce silence qu'il avait laissé derrière lui. Ses armes et tout ce qu'il portait avec lui. Ses armes et tout ce qu'il portait avec lui, son uniforme et toutes ses médailles, ses médaillons et ses trophées, avaient été laissés dans une boîte. Ses médaillons et ses trophées avaient été laissés dans une boîte. Ses médailles, ses médaillons, ses trophées, son équipement, son arme, tout avait été laissé dans une boîte. On avait récupéré cette boîte qu'on avait brûlée à l'extérieur ensuite. Ensuite, on avait envoyé cette boîte dans une boîte en plastique. Dans une boîte en plastique dur et en métal, cette boîte avait été envoyée dans l'espace. On avait brûlé tout ce qui se trouvait à l'intérieur. Ce n'était plus que des cendres. Pour l'arme, ce n'était plus que des cendres de métal. Le chargeur était en cendres, l'arme était en cendres. Les médaillons, les médailles et les trophées, les récompenses, et même son vêtement de capitaine, avait brûlé.
Ce n'était plus que des cendres dans une boîte en bois qui avait été envoyée dans l'espace. Cette boîte en bois qui avait été envoyée dans l'espace était en train de petit à petit flotter, mais flotter vers où? Flotter vers le néant. Elle était en train de s'apprêter à plonger dans un gouffre. Elle s'apprêtait à plonger dans un gouffre, vide, fermé, derrière laquelle elle ne se retournerait plus. Quand on est arrivé sur la Terre, j'ai été poser le vaisseau David un peu plus loin. J'ai été poser le vaisseau David un peu plus loin, entre deux falaises. Entre deux falaises, j'ai été poser le vaisseau David. Je l'ai laissé là. Ensuite, on est parti aller voir la Terre. On est parti aller voir la nouvelle Terre. Notre ancienne Terre s'appelait la planète bleue. Celle-ci s'appelait la planète verte. Celle-ci s'appelle la planète verte et notre ancienne Terre s'appelait la planète bleue. Malgré ça, ça fait depuis de 100 000 ans qu'elle a été effacée. Ça fait depuis 100 000 ans qu'elle a été effacée. Notre Terre aujourd'hui, c'est celle-ci. Je compte bien la découvrir et trouver comment elle est. J'ai déjà trouvé plusieurs espèces de vie. Plusieurs espèces de vie qui ont certainement muté. Il y a des araignées qui font la taille d'un humain presque. Il y a des araignées qui font presque la taille d'un humain. Elles sont énormes. Il y a des scorpions qui font la taille d'une jambe. Nous tous, ici, dans le vaisseau David, nous tous ici, on a trouvé des serpents assez longs pour pouvoir nourrir tout un régiment. Ces serpents qu'on a trouvés qui sont assez longs pour pouvoir nourrir tout un régiment. Parce que sur Terre, j'avais appris que dans le désert, les serpents sont comestibles. Alors, ici, premier jour sur Terre, on a remarqué que plusieurs espèces sont assez grandes. Il y a des araignées noires qui n'ont aucune couleur, mis à part un brun très très foncé et rapproché du noir. Mis à part un brun très très foncé et rapproché du noir, il y a des araignées assez grandes pour pouvoir nourrir l'équipage. J'avais appris sur la Terre qui a disparu il y a plus de 100 000 ans, j'avais appris que les serpents se mangeaient. Ici, les serpents font la taille d'une jambe humaine. Ici, les serpents, les pythons, les boas, ils font tous la taille d'une jambe humaine. J'ai appris que leur couper la tête, leur vider de leur sang, garder la chair et enlever le squelette peut nourrir tout un régiment. Ici, les serpents sont énormes. Ici, les serpents font la taille d'une jambe humaine. Et cela dépend encore de la taille de l'homme. Il y a des araignées géantes. J'ai appris sur cette planète aujourd'hui que ce ne sont pas les fruits qui se mangent. Les fruits, peu importe, n'importe lesquels, peu importe, les fruits ici, autant que les légumes, ne se mangent pas. Ils sont toxiques. Rien ne se mange ici, même pas les feuilles. Les seuls fruits ou les seuls légumes qui peuvent se manger, ce sont les légumes racines. Mis à part ça, il n'y a rien qui se mange. On peut manger les abdomens des araignées, on peut manger les serpents, on peut manger les pinces de tout ce qui est crabe, de tout ce qui est encore les scorpions, tout ce qui est crabe sous l'eau, les crabes qui font plus d'1 mètre. Il y a des crabes qui font plus d'1 mètre. On peut manger leurs pinces. On peut manger leurs carapaces. Ils sont noirs et bruns. On peut manger leurs pinces et leurs carapaces. Ils font plus d'1 mètre. Ce sont des crabes qui se cachent sous la terre, sous les roches, sous les pierres. Il y a des scorpions géants. On peut manger leurs pinces. Il y a des araignées géantes. On peut manger leur abdomen. Ici, les seuls légumes qui se mangent, les seuls fruits qui se mangent,
ce sont les légumes racines. Rien ne se mange. Mis à part ça, je crois qu'on va devoir se nourrir d'araignées, de serpents, de reptiles. On va devoir se nourrir d'araignées, de serpents, de reptiles. Plus communément, on va devoir se nourrir d'araignées et de scorpions. De serpents de temps en temps, il y a des boas, des pitons, et des serpents d'eau douce, des serpents de mer. Toutes sortes d'araignées, de serpents d'eau douce, de serpents de mer, ou alors encore de scorpions dont on peut se nourrir. Froy et Kent étaient partis pour la nuit. Ils étaient partis pour la nuit tous les deux. Ils avaient été pris. Ils avaient été pris dans l'équipe. Froy et Kent étaient partis pour la nuit. Dans la nuit, ils suivirent un sentier qui les menèrent tout droit à un lac. Ils suivirent ce sentier qui les menèrent tout droit à un lac. Le lac, l'eau était noire. Noire. Très pâle. Très pâle juste à côté. Il y avait un arbre. Il y avait un arbre juste à côté qui était très pâle. L'eau était noire, mais pourtant aussi un peu nuageuse. Un peu nuageuse, l'eau qu'il y avait au-dessus du lac. Il y avait de l'eau, légère. Il y avait des petites gouttes d'eau partout. Partout, il y avait des petites gouttes d'eau par centaines qui se surélevèrent au-dessus du lac. Le lac était noir et l'eau était légèrement pâle. L'eau était légèrement pâle, mais le lac était noir. Il y avait des petites gouttes d'eau au-dessus qui se surélevèrent par centaines et par milliers. Comme des atomes, à chaque fois, elles étaient en train de se séparer. Elles se dupliquaient. Elles se dupliquaient comme si elles étaient vivantes, comme des petits êtres. Comme des petits êtres, ces petites gouttes d'eau au-dessus des lacs étaient en train de se diviser. Il y en avait 2, puis 3, puis 4, puis 5, puis 6, puis 7, et chaque fois par groupe de plusieurs. Et celles-ci se divisaient. Les petites gouttes d'eau étaient très pâles et très blanches. L'eau du lac était très noire. Il y avait un grand arbre qui était brûlé, juste à côté. Juste à côté, il y avait un grand arbre qui était brûlé. Juste avant ça, Froy et Kent avaient tous les deux préparé leurs armes. Ils avaient préparé tous les deux leurs armes à l'intérieur du vaisseau. À l'intérieur du vaisseau David, ils avaient tous les deux préparé leurs armes. Froy et Kent étaient par terre dans la salle arrière. Ils mettèrent leurs épaulières. Tous les deux, ils mettèrent leurs épaulières. Froy s'était mis juste devant la porte d'entrée qui était toujours fermée, et Kent lui avait mis ses épaulières. Ensuite, Froy s'était mis devant la porte d'entrée qui était toujours fermée. Kent lui avait mis ses brassières. Ensuite, il lui avait demandé de se mettre devant lui, de tendre ses bras, et il lui avait enfilé ses gants. Il lui avait mis ses gants. Ensuite, tout s'était mis l'un contre l'autre. Tout ce qu'ils avaient sur eux s'était mis l'un contre l'autre. Les épaulières, les brassières, les épaulières, les gants. Tout s'était remis l'un contre l'autre. Ça s'était éclairé. Ça veut dire qu'ils étaient fin prêts. Ils étaient fin prêts, ça s'était éclairé. Ensuite, une fois qu'ils avaient leur équipement pour sortir dehors, un équipement noir et réchauffé à l'intérieur pour garder une température ambiante. Pour garder une température ambiante comme dans le vaisseau David, ils avaient mis leurs brassières, leurs épaulières, et ils avaient mis leurs gants. Ceux-ci s'étaient éclairés au niveau de leurs épaules, au niveau de l'articulation du bras et au niveau de l'articulation du poignet. Ça s'était éclairé. Au niveau des phalanges de la main, ça s'était éclairé par 4. Ensuite, ils sont sortis avec leurs armes qu'ils ont accrochées dans leur dos. Je les ai regardés partir, ils nous ont fait un signe, et se sont enfuis un peu plus loin. Un peu plus loin, ils nous ont fait un signe. Ils ont pris les talkie-walkie. Ils ont pris ensuite les talkie-walkie et ils ont commencé à parler. Ils ont demandé si c'était check. Ils ont demandé si c'était bon. On leur a répondu que oui. On leur a répondu qu'ils devaient revenir aussi vite que possible
avec des preuves que la Terre était viable et vivable. Il devait revenir le plus vite possible avec des preuves que cette Terre était vivable et viable, qu'elle n'était pas dangereuse, en aucun cas. Alors ils sont partis, et ils ont été voir le lac. Quand ils ont été voir le lac noir, ils ont vu qu'il y avait plein de petites gouttes d'eau qui étaient en train de flotter au-dessus, des petites gouttes d'eau qui étaient en train de se dupliquer, juste au-dessus du lac. Ce n'était pas comme un lac comme il y avait sur Terre anciennement, il y a 100 000 ans. Ce n'était pas comme un lac qu'il y avait sur Terre il y avait 100 000 ans. Ce n'était pas comme les lacs qu'on avait connus. Les lacs qu'on avait connus sur Terre, c'étaient des lacs avec une eau plutôt turquoise ou alors plutôt claire. Les lacs sur Terre anciennement, c'était une eau turquoise ou plutôt claire, et au-dessus, il y avait un clair de lune. Il y avait un clair de lune au-dessus, on pouvait voir les nuages, et l'eau plutôt turquoise ou alors plutôt claire, juste au-dessus du lac. Il y avait de la buée. Il y avait de la buée, il y avait une brume très opaque au-dessus du lac. Ça c'était sur Terre, mais depuis qu'elle a explosé, que le noyau de la Terre a implosé, que le soleil a mangé la Terre et qu'elle a disparu il y a 100 000 ans, ici on a découvert un lac noir. Au-dessus, il y a des petites gouttes d'eau qui se dupliquent, et juste au-dessus, il y a un arbre. Les racines sont enfoncées dans le sol, et il se tient à la surface du lac. Ce soir-là, on avait décidé d'optimiser nos chances. Alors on était parti se cacher. On avait décidé d'optimiser nos chances, et quand on est allé un peu plus loin, il y avait une grotte. Quand on est allé un peu plus loin. On est rentré à l'intérieur. On a entendu des rugissements, comme un petit lionceau, ou comme un petit tigre. On est rentré à l'intérieur. On a suivi les rugissements qu'on entendait sur le talkie-walkie. Ensuite, on est allé un peu plus loin. On a vu des traces similaires à un petit lionceau qui aurait marché sur le sable. Je me suis abaissé, un genou par terre, j'ai regardé. J'ai mis ma main dans les traces des pattes de ce jeune lionceau qui était passé par là. Je me suis levé et je me suis dit qu'il était certainement tout au fond, qu'il avait peut-être peur. Alors tu m'as suivi. J'ai mis un pied en avant et puis l'autre, espérant ne pas faire trop de bruit. J'ai mis un pied en avant et puis l'autre. Je me suis avancé légèrement. Quand je me suis retourné, je me suis mis face à toi. J'ai mis ma main sur ton buste et sur ton équipement. Et je t'ai dit, fais attention, marche exactement là où je marche. Tu m'as regardé et tu m'as fait un signe de la main, tout simplement. Et tu as dit ok. Alors tu as marché là où j'ai marché. On a marché dans nos pas, jusqu'à voir un petit lionceau. Tout au fond, dans le fond de la grotte, il y avait un petit lionceau avec un casque. Évidemment, il était en train de rugir parce qu'il s'énervait. Il regardait ce que c'était et faisait ses dents dessus. Il était en train de le mâchouiller. Le casque, faisait ses dents dessus. Il s'énervait et rugissait très légèrement. Il rugissait, je l'ai caressé, je me suis approché d'abord très lentement. Très lentement d'abord, je me suis approché, je l'ai regardé. Comme tous les chiens et comme tous les canidés, je savais qu'il fallait s'approcher lentement. Comme tous les canidés, comme tous les chiens, je savais qu'il fallait s'approcher très lentement. Alors j'ai tendu ma main. Et que j'ai mis juste devant son museau. Il a reniflé et m'a regardé très légèrement. Très légèrement, il m'a regardé. Il a levé les yeux, a baissé les oreilles. Ensuite, il a relevé les oreilles et m'a regardé. Il s'est mis en avant, les deux pattes en avant, il s'étirait. Comme s'il s'étirait, les deux pattes en avant, il m'a regardé. J'ai retiré ma main et il s'est levé. Sur ses quatre pattes, il m'a regardé. Je ne sais pas s'il voulait jouer ou non, mais il a commencé à se mettre les quatre pattes debout, et puis les deux pattes en avant, et les deux pattes de l'arrière étirées, la queue relevée. Les quatre pattes devant,
Il m'a regardé, les 4 pattes devant, les 2 pattes en avant et les 2 pattes à l'arrière, les pattes postérieures vers l'arrière avec la queue relevée. Il faisait des petits rugissements et s'énervait sur un bâton. Il s'énervait sur un bâton qui était plutôt grand pour sa taille. Il me regardait, il faisait ses dents en même temps, avec sa patte juste à côté qui tenait le bâton et sa deuxième patte par terre, ses 2 pattes à l'avant qui étaient tendues et ses 2 pattes postérieures vers l'arrière qui étaient un peu accrochées sur le sol. Sa queue qui était relevée, il m'a regardé. Il était en train de rugir. Je comprenais maintenant d'où venaient ces rugissements qu'on entendait, ces rugissements qui avaient été émis par le casque. Je l'ai récupéré, et ensuite, il est reparti se cacher un peu plus loin. Derrière un tas de branches et un tas de gros bâtons, il est parti aller se cacher. Je suis allé près de lui et j'ai tendu ma main. Il a de nouveau reniflé ma main. Je l'ai regardé. J'ai caressé son poil et j'ai vu que son poil s'est hérissé. J'ai vu que son poil blanc s'est hérissé. Je l'ai regardé et je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il était blanc. Alors je me suis dit que c'est peut-être qu'il vivait depuis très longtemps il vivait peut-être depuis très longtemps dans cette grotte. Il vivait peut-être depuis très longtemps ici, dans le noir dans cette grotte, alors la mélanine n'avait pas eu le temps de se développer, peut-être pas assez vite, ou peut-être voire même pas du tout. Peut-être voire même pas du tout, peut-être qu'elle ne s'est pas développée, peut-être que la mélanine ne s'est pas développée. Alors je l'ai caressé, et j'ai vu qu'il a commencé affectueusement à se mettre autour de moi. Il a commencé affectueusement à se mettre derrière moi, puis devant moi, puis autour de moi. Il a passé sa queue autour de ma jambe, de mon tibia et de mon mollet. Il a frotté sa tête à ma jambe et il m'a regardé vers le haut. J'avais compris qu'il nous avait peut-être adoptés, ou alors que c'était peut-être nous qui l'avions adopté. Il nous a suivis, et quand je lui disais de s'asseoir, il continuait à nous suivre. Je me retournais, et je lui disais « Assis, pas bouger », mais il continuait à nous suivre. Alors j'ai pris le casque, j'ai essayé de lui retirer, et j'avais le casque en main. Peut-être qu'il suivait ces traces de crocs, sur le casque. Je ne sais pas si c'était ça qu'il faisait. Peut-être qu'il suivait ces traces de crocs sur le casque. Mais j'ai pris le casque. En tenant fermement le casque, je sentais les traces de crocs qu'il y avait dessus. Et lui, il nous suivait. Alors quand il nous a suivis, je l'ai finalement ramené. Je l'ai ramené au vaisseau. Quand on est rentré dans le vaisseau David, j'ai enlevé tout mon équipement. Et lui, je l'ai retrouvé avec le casque, toujours en train de faire ses dents dessus. Rebecca et Kay revenaient avec une mauvaise nouvelle au bord des lèvres. Rebecca et Kay sont revenus avec une mauvaise nouvelle au bord des lèvres. Ils regardèrent tout le monde, baissèrent leur casque, baissèrent la garde. Quand ils regardèrent tout le monde et qu'ils baissèrent la garde, ils se dirent alors tous les deux, en se regardant, que 100 personnes étaient mortes. Ils avaient perdu 100 guerriers. Ils ont regardé tout le monde dans le vaisseau. Un homme avec sa fille, une femme avec son enfant, une mère avec son bébé. Et ils ont baissé leur garde, enlevé leur équipement. Ils ont enlevé leur équipement, enlevé leurs épaulettes, enlevé ce qu'ils portaient sur leur dos. Ce qu'ils portaient sur leur dos, leurs armes, leurs mitraillettes et leurs armes. Ils l'ont enlevé et ils l'ont posé par terre. Pensant que c'était juste de faire ça, ils se sont assis à côté d'un enfant. Ils se sont assis à côté d'un enfant, pensant que c'était juste de faire ça. Juste à côté de l'enfant, ils ont déposé leurs armes. Ils ont déposé ce qui leur servait d'armes, tout ce qu'ils avaient. Désarmés à côté de l'enfant, ils enlevèrent leurs épaulettes. Ils enlevaient alors les brassards de ses bras, les brassières et les brassards de ses bras. Au-dessus et en dessous, ils les enlevèrent tous. La combinaison alors se mit alors à devenir entièrement noire. La combinaison se mit alors à devenir entièrement noire. Leur équipement qu'ils laissèrent tomber par terre, morceau par morceau, moitié par moitié. Moitié par moitié, morceau par morceau, la combinaison était en train de se défaire. D'abord les épaulettes,
ensuite les brassards, ensuite les brassières avant, les brassières à l'arrière, les brassières au-dessus, les brassières en dessous, et les gants. Les gants qu'ils avaient enlevés étaient tombés par terre. Leurs gants à l'avant étaient tombés par terre. Les armes qu'ils avaient à l'avant étaient tombées par terre aussi. Ils avaient tout enlevé, les brassières des chevilles, les brassières des mollets, les brassières de la cuisse, les brassières de la cuisse à l'avant et à l'arrière, les brassières des mollets et les brassières des tibias. Ils avaient tout enlevé, les chaussures, ils les avaient posées par terre. Une jeune femme avec son enfant, une mère avec son bébé et un père avec sa fille étaient venus devant et leur avaient demandé comment ça s'était passé. Ils avaient rencontré une araignée noire énorme, avec un buste énorme. Avec un buste énorme, avec un abdomen énorme, ils avaient rencontré une araignée noire. Le jeune enfant a posé à Kay et à Rebecca une seule question. Comment était l'araignée? Ils ont répondu que l'araignée était grande, qu'elle faisait au moins 3 mètres ou alors 4 mètres. L'araignée faisait au moins 3 mètres ou 4 mètres. Elle avait de longues pattes qui faisaient peut-être 6 à 8 mètres. Leurs longues pattes faisaient peut-être 6 à 8 mètres. Elle marchait et on n'entendait rien. Elle marchait, on n'entendait rien, si ne serait-ce qu'un petit peu de leurs pattes qui touchèrent le sol. Si ne serait-ce qu'un petit peu de leurs pattes qui touchèrent le sol, qui ne feraient qu'un infime bruit. Qui ne feraient qu'un infime bruit, leurs pattes qui touchèrent le sol. Des pattes toutes fines, avec un abdomen gigantesque, avec un torse énorme, et 8 pattes énormes de 8 à 6 mètres, qui touchèrent le sol et qui se plièrent pour avancer. 8 pattes énormes juste au-dessus. On voyait leurs yeux qui étaient brillants mais noirs. Leurs yeux étaient brillants mais noirs. C'était très difficile de rentrer sans tuer quelqu'un. C'était très difficile de rentrer au vaisseau sans tuer quelqu'un, parce qu'il fallait récupérer l'abdomen pour pouvoir le manger. Il fallait récupérer l'abdomen de l'araignée pour pouvoir le manger. Et ce n'était pas une araignée simple, c'était une araignée noire. Une araignée noire avec une fine ligne blanche. Ça voulait dire que c'était une veuve noire. C'était une araignée avec une fine ligne blanche sur l'abdomen et avec une petite ligne rouge sur le torse. Ça voulait dire que c'était une femelle et que c'était une veuve noire. Elle avait certainement déjà mangé le mâle depuis longtemps. On avait récupéré l'abdomen, mais c'était difficile de le faire alors qu'il y avait un nid d'araignée. On avait perdu 100 personnes qui avaient été mangées par les bébés. J'avais envoyé Liz et Iris White. J'avais envoyé Liz et Iris White. C'était pour une mission beaucoup plus organique et beaucoup plus viscérale. La mission était beaucoup plus viscérale et beaucoup plus organique. Liz et Iris White avaient dit qu'elles étaient prêtes. Elles m'ont regardé dans les yeux et étaient déjà en train de se préparer. Liz White était en train de mettre ses épaulettes. Iris était en train de mettre ses gants. Iris était en train de mettre ses gants et Liz était en train de mettre ses épaulettes. Après, elle mettait les avant-bras. Elle mettait les avant-bras, les brassières, au-dessus, en dessous, et devant et derrière. Devant et derrière, au-dessus et en dessous. Elle mettait les brassières aux avant-bras et aux bras. Je les regardais se préparer. Je les regardais mettre leur tenue, se préparer avec les armes. Je leur ai dit que leur mission allait être plus viscérale et plus organique. Elles m'ont regardé et elles m'ont fait un geste comme si ça ne les inquiétait pas. Je leur ai dit cette mission va être beaucoup plus viscérale que vous ne le pensez, beaucoup plus organique. Elles sont parties et elles étaient prêtes. Le premier pas qu'elles ont fait dehors, elles m'ont regardé. Le premier pas qu'elles ont fait dehors, elles m'ont regardé. Elles se sont retournées. Je leur ai donné des lampes à UV et elles nous ont dit « Pas besoin ». Tout l'équipage était derrière moi. Il y avait une femme avec sa fille. Il y avait un père avec son bébé.
Il y avait un enfant avec sa sœur. Il y avait un enfant avec sa sœur, un père avec son bébé, une femme avec sa fille et une mère avec son enfant. Je les ai tous regardés derrière. Ils ne faisaient pas partie de l'équipage. Mais derrière moi, il y avait tout l'équipage aussi, tous les autres. Cette mission était viscérale, un peu plus organique que d'habitude. Alors elles se sont retournées, et elles m'ont finalement demandé pourquoi est-ce qu'elles partaient. Je les ai regardées et je me suis assis sur le bord du vaisseau David. Je leur ai dit, vous partez inhumer les corps. Vous partez inhumer les corps et vous allez les chercher dans la forêt. Chaque fois que vous trouvez un corps, vous l'inhumez. Chaque fois que vous en trouvez un autre, vous l'inhumez. Et ainsi de suite. Elles m'ont regardé, elles se préparaient, regardaient si leurs bras. Elles regardaient si sur leurs bras, et si leurs bras étaient bien attachés à la combinaison. Elles ont regardé si leurs bras étaient bien attachés à la combinaison, si leurs jambes étaient bien attachées à la combinaison. Elles ont regardé sur leurs tibias, si leurs jambières et si leurs brassières étaient bien attachées. Leurs épaulettes étaient bien attachées. Et les lampes au niveau des épaules, les lampes au niveau des articulations, les lampes au niveau des phalanges étaient allumées. Elles sont parties avec leurs armes à la main. Et elles ont trouvé le premier corps. Le premier corps était toujours en train d'être mangé par une araignée. Le premier corps, c'était une femme. Elle avait son arme à la main, posée sur le sol. Son arme était déchargée, et les quelques balles qui en tombaient du chargeur. Les quelques balles qui en tombaient du chargeur, son arme par terre, sa main ouverte. Elle était posée par terre, et était toujours dévorée par une bébé araignée. Il y avait toutes les coques d'araignée qui avaient éclos. Tous les œufs d'araignée, toutes les coques d'araignée avaient éclos. Juste derrière, il y avait le grand nid d'araignée. Juste derrière, il y avait le grand nid d'araignée qui grondait toujours. Le grand nid d'araignée derrière grondait toujours, et ce grand nid d'araignée qui grondait toujours. Juste au-dessus, il y avait un rugissement. Il y avait un rugissement en écho, comme si derrière il y avait le vide. Comme si derrière il y avait le vide, il y avait un rugissement en écho. Elles ont vu apparaître sur le nid d'araignée. Sur le nid d'araignée, elles ont vu apparaître un puma. Elles ont vu apparaître un puma, blanc. Encore une fois, la couleur n'avait pas évolué. La couleur n'avait pas évolué et n'avait pas pris forme sur son corps. La couleur n'avait pas pris forme sur son corps, n'était pas allée jusqu'à prendre la couleur de son pelage, il était resté blanc. C'était la mélanine. C'était la mélanine, il était resté blanc. Il n'avait pas été exposé au soleil pendant tellement longtemps. Alors que celui-là était dehors, c'était un sauvage. Alors que celui-là était dehors, c'était un sauvage, on l'a regardé. Le puma est parti, mais il était blanc. Quand le puma est parti, il était blanc. On l'a regardé. On a brûlé le corps. On a été prendre de l'essence. On a pris de l'essence qu'on a versée sur le corps et sur l'araignée. L'araignée a hurlé. J'ai craqué une allumette. Et à côté de moi, j'ai vu que Rebecca a ouvert son... À côté de moi, j'ai vu que Rebecca, elle avait ouvert son briquet à gaz. L'allumette, je l'ai craquée. Quand le feu a commencé à brûler, je l'ai jeté. Rebecca, avec son briquet à gaz, elle l'a ouvert et elle l'a jeté. L'araignée a hurlé. On a vu ses pattes commencer à fondre et son abdomen qui commençait à fondre également. Ensuite, dans le noir, le feu éclairait toute la forêt. Tous les arbres étaient éclairés, même plus besoin de lampes UV, même plus besoin de lampes ultraviolets. On nous avait donné des bâtons ultraviolets. C'étaient des lampes en forme de bâton. Ces lampes en forme de bâton, c'étaient des lampes ultraviolets. Même plus besoin, le feu éclairait tout. Belle et Lucas étaient les premiers à partir, après la saison des chasses. Après la saison des chasses, c'étaient les premiers à partir, Belle et Lucas. Ils se préparaient à l'arrière. À l'arrière, ils se préparaient, c'étaient les premiers à partir après la saison des chasses. Après la saison des chasses, c'étaient les premiers à partir. Belle et Lucas se préparaient à partir pour quelque chose d'un plus important. Quelque chose de plus important, c'était aller voir les félins. Aller voir les félins, partir pour voir les félidés. On les avait tous regardés depuis la passerelle.
Depuis la passerelle, ils partaient pour aller voir les félidés et les félins. On les avait tous regardés. Ils se préparaient à l'arrière et mettaient leurs épaulettes. Leurs épaulettes s'allumèrent quand ils s'accrochèrent à leurs épaules. Leurs brassières s'allumèrent quand ils s'accrochèrent à leurs bras. Ils mettèrent au-dessus leurs brassières à l'avant, leurs brassières en dessous, leurs brassières à l'arrière, leurs brassières au-dessus et leurs brassières en dessous. Ça s'allumèrent à l'articulation du bras. Ça s'allumèrent aussi sur la main quand ils mettèrent leurs gants. Tous les deux, ils étaient prêts. Leur combinaison était allumée, était prête à partir. Leur combinaison était prête au combat, elle était allumée, aux épaules, aux articulations du bras, aux articulations du poignet, et surtout allumée à la main, pour pouvoir guider son arme. Pour pouvoir guider son arme, pour pouvoir manier son arme, allumée à la main, ils étaient partis. Ils devaient aller voir une grotte qu'on avait vue, une grotte qui était ouverte. Elle avait été fissurée dans un grand rocher. Dans un grand rocher, elle avait été fissurée. C'était une grotte qu'on avait remarquée peu de temps après la saison des chasses. Peu de temps après la saison des chasses, c'était une grotte qu'on avait remarquée. Ils étaient partis la voir sur un chemin périlleux. Sur un chemin périlleux et sur un chemin qui ne fonctionne presque même pas. Ce chemin qui ne fonctionne presque même pas, qui n'est presque jamais plat. Ils sont partis aller le voir. Ils sont partis sur ce chemin difficile, un chemin qui ne fonctionne presque pas, qu'on ne peut presque pas gravir. On ne peut presque pas le franchir, on ne peut presque pas le gravir. Ils sont partis sur ce chemin qui regorgeait de racines. Ce chemin regorgeait de racines. Ce chemin sur lequel ils sont partis regorge de racines, regorge d'arbres qui se sont écroulés, regorge encore d'eau. Ça regorge d'eau, de racines et d'arbres. Ils sont partis et se sont retrouvés devant une plaine vide. Tout au fond, il y avait la grotte. Elle était ouverte. C'était comme une énorme fissure dans un rocher. Comme une énorme fissure dans un rocher. Ils sont partis. Devant la grotte, il y avait cette fissure à côté, un peu plus petite, dans laquelle ils ont trouvé une portée. Ils ont trouvé une portée de félins, des petits pumas. Ils ont trouvé des petits pumas, une petite portée de quelques pumas blancs, qui avaient été laissés là à côté. Ils sont restés à côté un instant, adoptant les pumas. Adoptant les pumas, ils sont restés à côté un instant. Ils ont ouvert la gueule de chacun des pumas. Ils les ont pris par les crocs, et ils ont ouvert la gueule de chacun des pumas. Prenant les bébés pumas par les crocs, ils ont ouvert leur gueule, les tenant par les crocs du bas et les crocs du dessus. Ils ont ouvert leur gueule, leur museau. Les tenant par le museau, ils ont passé un coton d'ouate juste sur leur langue pour récupérer de la salive. Ils ont passé de l'ouate un peu plus douce que du tissu sur leur langue. Sur leur langue, ils ont passé un tissu blanc, un peu plus doux que de l'ouate, un peu plus doux que du tissu. Un petit coton qu'ils ont passé sur leur langue pour pouvoir savoir de quoi ils se nourrissaient. Est-ce que c'était comme la terre? C'était la question qu'on se posait. Ici, l'espèce dominante, c'était les félidés. C'était les félidés, l'espèce dominante. Alors on se demandait de quoi ils se nourrissaient. Est-ce qu'ils se chassaient entre eux? Est-ce qu'ils se battaient pour se nourrir? Ou alors, peut-être, y avait-il une autre espèce dominante, les canidés? On ne savait pas s'il y avait des canidés quelque part. Pour le moment, on n'avait vu que des félidés. Quand ils sont revenus à la base, on avait vu qu'ils se nourrissaient, comme nous, d'araignées, de scorpions, de crabes géants, de pitons, de boas et de serpents. C'était la seule nourriture sur cette planète. Les boas, les pitons, les serpents, ou encore les couleuvres. Les couleuvres, les serpents, les pitons, ou encore les araignées. Encore les crapauds, les grenouilles,
les grenouilles, les reptiles, les crapauds, les boas, les pitons, les serpents, les scorpions, les araignées, tout ça, c'était la seule nourriture qu'il y avait pour nous les humains, et la seule nourriture qu'il y avait pour les canidés et les félidés. Ils se nourrissaient de ça. Ensuite, on est revenu un peu plus de temps après, on est revenu, et ils étaient tous un peu plus grands. Froy et Kent avaient été envoyés suivre une femelle carcale. Ils avaient été envoyés suivre une femelle carcale. Froy et Kent étaient partis. Ils se retrouvaient dans la forêt, à suivre cette femelle. Cette femelle les emmenait jusqu'à un endroit vide. Cette femelle les a emmenés jusqu'à un endroit vide et ils ont regardé autour d'eux. Il y avait une sorte de champ magnétique. Il y avait une sorte de champ magnétique qui était fait avec plusieurs antennes, des antennes relais. Il y avait des antennes relais, dont une qui était tombée par terre et une qui était effondrée. Une qui était effondrée, une qui était tombée par terre. Et les autres, les antennes relais, étaient debout. Tout autour, les antennes relais qui étaient debout, il y avait cette femelle carcale. Cette femelle carcale les a emmenés un peu plus loin. Elle a fait le tour de toutes les antennes relais avec eux, et eux, habillés au combat, avec leurs vêtements pour partir au combat, se sont retrouvés à suivre la femelle carcale. Ils avaient leur tenue, leurs vêtements. Habillés pour le combat, ils sont partis avec elle et ils l'ont suivie. Ils avaient des vêtements un peu plus légers, comme un t-shirt noir, et un jeans en une matière noire spéciale, inflammable. Un jeans en une matière noire spéciale, inflammable, qui ne brûlait pas. À cet instant-là, ils se sont arrêtés. Et la femelle carcale a montré de l'autre côté de la rive, parce qu'il y avait un lac. Il y avait un lac entre toutes les antennes relais. Entre toutes les antennes relais, il y avait un lac à l'eau noire. L'eau était noire, très foncée. La femelle carcale s'est arrêtée. Elle a commencé à hurler. Elle a crié. Ils ont regardé avec leurs vêtements inflammables. Ils ont regardé. Ils se sont posés sur le bord de l'eau. La femelle carcale a commencé à les pousser très légèrement. Ils se sont relevés avec leurs vêtements inflammables. Et ils ont regardé tout au fond. Il y avait une petite portée de carcale. Juste en dessous d'une antenne relais qui était détruite. Celle-ci n'allait pas tarder à céder. L'antenne relais. Elle n'allait pas tarder à tomber. Il y avait une corde qui la retenait. Mais cette corde qui la retenait, l'antenne relais, n'allait pas tarder à céder elle aussi. En dessous, les jeunes étaient en train d'hurler. Ils sentaient le danger. Les jeunes carcales, les petits carcales, les bébés carcales de la jeune femelle, étaient en train d'hurler. Ils ont regardé la femelle carcale, qui avait fait encore une fois le tour du lac, pour revenir après de l'autre côté. Elle était près de ses enfants, ses bébés. Elle était près de la portée de bébés carcales. Ils les ont caressés et ils étaient couverts de sang. Ils étaient blancs mais couverts de sang. Ils les ont caressés et ont relevé des empreintes. Ils ont relevé des empreintes qui paraissaient humaines. Quand ils ont relevé ces empreintes qui paraissaient humaines, ils ont relevé aussi des empreintes de cerf, des empreintes de biches et des empreintes de faon. Des empreintes de biches, des empreintes de faon, des empreintes de cerf qu'ils ont relevées un peu partout autour. Les enfants carcales devaient être là depuis longtemps. Ensuite, la femelle carcale s'en est allée. Elle les a remerciés en passant sa queue tout autour de leurs jambes, tout autour de leurs tibias et de leurs mollets. Elle s'en est allée et elle est partie. Elle ne s'est pas retournée. Les jeunes carcales ont suivi leur mère dans la forêt. D'abord, on la voyait encore un peu. Elle était blanche. Ensuite, on ne la voyait plus. Le noir voilait la couleur blanche de son pelage.
Le noir voilait la couleur blanche de son pelage, on ne la voyait plus. Voilés par le noir qu'il y avait juste devant la forêt, ils s'en ont allés. Ils sont partis. Froy et Kent sont partis, revenus à la base, revenus au vaisseau. Revenus à la base, au vaisseau, ils sont revenus au vaisseau David et ont regardé. Ils avaient ramené des empreintes de biches, de cerfs et d'élan. De biches, de cerfs, d'élan et de faons, ils avaient ramené des empreintes. Ils avaient ramené du sang qu'ils avaient trouvé sur le pelage. Et ensuite, le lendemain, ils sont revenus revérifier. Ils n'étaient plus là, mais il y avait toujours la marque des jeunes qui avaient été posés juste en dessous dans un trou. Un trou qu'avait creusé la mer. Froy, Bell, Lucas et Kent avaient été envoyés sur un territoire inconnu. Ils avaient été envoyés sur un territoire inconnu pour aller voir la vie des félins et des canidés. Pour aller voir la vie des félins, la vie des félidés et des canidés. Ils avaient été envoyés sur un territoire inconnu. Il y avait une passerelle abandonnée. C'était un ancien pont. C'était un ancien pont, c'était une passerelle qui avait été abandonnée. Celle-ci s'était détruite pendant la saison des chasses. Pendant la saison des chasses qui avait précédé la nuit suivante, elle s'était effondrée. Passant par là, Bell, Lucas, Froy et Kent avaient remarqué qu'il y avait une panthère. Il y avait une panthère, un lion et un tigre. Le lion, le tigre et la panthère, tous les trois, tournaient autour d'un animal. Le lion, le tigre et la panthère tournaient autour d'un animal. Le jeune animal était en train d'hurler. Ça ressemblait trait pour trait. Trait pour trait, ça ressemblait à un chat. De loin, on aurait pu voir un chat. On aurait pu voir un chat de loin, qui était posé dans une sorte de panier. C'était plein de branches les unes sur les autres. Il y avait plein de branches les unes sur les autres, qui avaient été posées en octogone. En octogone, elles avaient été posées les unes sur les autres. Il y avait des branches qui étaient posées tout en dessous, et puis tout au-dessus. Il y avait un étage, 2 étages, 3 étages. C'était un octogone de branches. C'était un octogone de branches qui faisait la taille d'un petit panier. Au moins un petit panier simple en osier. Au moins un petit panier simple en osier. Toutes ces branches posées en octogone les unes sur les autres. Il y avait les premières qui faisaient la base, il y en avait des deuxièmes, il y en avait des troisièmes, des quatrièmes, des cinquièmes, des sixièmes, toujours posées en octogone les unes sur les autres, encore au-dessus de la suivante, et de la précédente. À l'intérieur, il y avait les araignées. Les araignées, c'étaient des araignées blanches. Les araignées nénuphars. Il y avait les araignées nénuphars qui avaient déposé de l'eau. Les araignées nénuphars, c'était une araignée blanche. C'était une araignée blanche et lumineuse, comme une luciole. Elle était blanche et lumineuse comme une luciole. Elle avait sur son postérieur, sur son abdomen. Sur son abdomen, elle avait un nénuphar. Les araignées nénuphars, qui sur leur abdomen avaient un grand nénuphar, une feuille de nénuphar, allaient chercher de l'eau à la rivière. Elles allaient chercher de l'eau au lac et elles revenaient. Elles faisaient un octogone ou alors un pentagone avec des branches à plusieurs étages. Ensuite, il y avait des petites araignées, des araignées qu'on appelait les araignées fleurs. Les araignées fleurs, c'étaient des araignées blanches, lumineuses comme des lucioles. Elles n'avaient que 6 pattes, au contraire des autres araignées. Au contraire des autres araignées qui en ont 8, celles-ci n'en avaient que 6. C'étaient des araignées blanches, lumineuses comme des lucioles, qui à l'arrière, leur abdomen, c'était une fleur de lotus. Leur abdomen, c'était une fleur de lotus éclairée, de temps en temps toute petite. De temps en temps, la fleur de lotus avait éclos. La fleur pouvait être toute petite, autant qu'elle pouvait être toute grande.
Celles-ci, les fleurs, étaient toutes petites et minuscules, voire même de temps en temps, elles faisaient la taille d'un ongle. De temps en temps, les fleurs qui avaient éclos sur l'abdomen des araignées faisaient la taille du bout de mon doigt, ou alors elles faisaient la taille d'un ongle. Certaines petites fleurs sur l'abdomen d'une araignée faisaient la taille du bout de mon doigt. Certaines petites fleurs de lotus blanche qui étaient éclairées faisaient la taille d'un ongle. Et les petites araignées blanches tissaient des toiles. Elles tissaient des toiles qui emprisonnèrent un petit chat. Il y avait un petit chat à l'intérieur de toutes ces toiles. Il était prisonnier par toutes les toiles et par tous les tissages. Par tous les tissages des araignées, il était prisonnier. On a été le récupérer. Quand on l'a pris dans nos bras, celui-ci a hurlé. J'ai demandé à Freud de le garder très légèrement sur son épaule. Freud l'a gardé très légèrement sur son épaule, et le petit chat, lui, était en train de mordiller et de faire ses crocs. Il mordillait Freud et son épaule, il mordillait sa combinaison, et faisait ses crocs sur son épaulette. Il s'attaquait à son épaulette et s'attaquait à sa combinaison. Il le tenait fermement, et ensuite, sans lui faire mal, en le prenant par les pattes avant, sans lui faire mal, ils déposèrent le chat dans une petite cage en verre. Moi, je l'ai pris et je l'ai ramené. Une fois arrivé au vaisseau David, j'ai regardé tout le monde. On avait ramené un petit chat. Il fallait maintenant savoir où était le reste. Ses frères, ses sœurs. Où était le reste des petits chats? Ce devait être une portée qui avait été abandonnée. Il fallait maintenant savoir où étaient ses frères, ses sœurs, et où était sa mère. La mère du chat était certainement partie dans la forêt et avait abandonné sa portée. Peut-être qu'elle avait ressenti un danger ou qu'elle savait que l'un d'eux allait mourir. Mais il fallait maintenant qu'on cherche tous les autres petits chats. Il y a des années, cette terre était abandonnée. Et il n'y avait rien d'autre que de la pierre. Les seules choses qu'il y avait, c'était de la pierre. Il y avait du sable, mais rien d'autre. Il y avait du sable, il y avait de la pierre. Les vents et les marées n'existaient pas encore. Le vent d'ouest, le vent d'est, le vent du nord et le vent du sud, les vents froids et les vents chauds n'existaient pas. Cette terre, au début, n'était rien d'autre qu'un vaste pays froid. Cette terre n'était qu'un vaste pays froid, sur lesquels régnaient des rocheuses, des montagnes, à n'en plus finir, des rocheuses énormes. Le seul bruit qu'il y avait ici, c'était le vaste silence. Le seul bruit qui régnait, c'était le vaste silence. La mer calme et son courant peu distinct. La mer calme était la seule chose qui régnait. Derrière vents et marées qu'il n'y avait pas, sur cette planète, il y avait uniquement des rocheuses, des montagnes. Il y avait des crevasses dans le sol, en dessous desquelles on avait l'impression d'entendre un précipice. On entendait de temps en temps de l'eau couler, comme une rivière. Comme une rivière, on entendait de temps en temps de l'eau couler. Celle-ci coulait vers le bas, de plus en plus, et se dirigeait au loin vers la mer. Elle se dirigeait au loin vers la mer, et pendant des années, il y avait trois planètes au-dessus. Au-dessus, pendant des années, il y avait trois planètes qui étaient censées être là. Mais le ciel était tellement noir et obscur dans l'obscurité plongée, à tel point qu'on n'y voyait rien. Tellement plongé dans l'obscurité. Il n'y avait rien d'autre que les ténèbres. Alors cette planète a été mise à bas. Elle a été laissée.
Elle a été laissée seule. Elle n'était plus calculée par la NASA. Par la NASA, elle n'était plus calculée. Elle n'était plus définie comme planète. Elle avait été mise à bas sur le côté, désarmée. Cette planète n'était plus là. Ce n'était plus une planète. Avant, ce n'était qu'un astéroïde. Ce n'était qu'un astéroïde. Ce n'était qu'un simple amas de pierres. Ce n'était qu'un simple amas de pierres. Ce n'était que des terres sur lesquelles rien ne poussait. Certaines personnes sur Terre, avant qu'elle n'explose il y a 100 000 ans, disaient même que cette planète, c'était simplement des terres non fertiles. Aujourd'hui, cette planète, ce n'est plus que des terres fertiles. Cette planète n'est plus que terre fertile. Elle n'est plus que champs. Elle n'est plus que forêt. Elle n'est plus que lacs, vents et marées. Elle n'est plus que lacs, vents et marées. Elle n'est plus que cratères. Elle n'est aussi plus que montagne. Elle n'est aussi plus que précipice. Au plus haut précipice qu'il puisse avoir, il y a la montagne. Il y a la montagne verte. Il y a la montagne verte, la montagne brune et la montagne de neige. La première montagne, la montagne verte, est une montagne entièrement recouverte d'arbres. Entièrement recouverte d'arbres de toutes les sortes, de toutes les couleurs. De toutes les sortes, de toutes les couleurs, de toutes les tailles, de tous les formats. De tous les formats, de toutes les tailles. Il y a des arbres, particulièrement des chênes. Particulièrement des chênes, particulièrement des sapins. Cette forêt est particulièrement remplie de chênes et de sapins. Il y a d'autres arbres, évidemment. Il y a des séquoias. Il y a des séquoias, et il y a d'autres arbres, comme des chênes, qui sont particulièrement partout sur cette montagne. Cette montagne est remplie d'arbres divers, des séquoias, des hibiscus, partout autour. Il y a même une partie de la montagne derrière, qui est recouverte de bambous, une forêt interminable de bambous. Cette partie de la montagne, on l'appelle la bambouserie. La bambouserie est une partie de la montagne dans laquelle il n'y a que des bambous. Il y a des racines énormes et grandes, impossibles à franchir. Il n'y a que des arbres de diverses couleurs, de diverses tailles, de divers genres, avec des troncs différents et des racines différentes, qui poussent partout. Et aujourd'hui, cette montagne, cette terre, sont fertiles. Ces terres aujourd'hui et cette montagne sont fertiles, alors qu'avant elles n'étaient qu'obscurité. Je venais d'envoyer Froy et Kent. Je venais d'envoyer Froy et Kent à partir. Ils étaient en train de se préparer à l'arrière. À l'arrière, Froy était en train de se préparer avec Kent. Il était en train de se préparer. Il avait mis ses épaulettes, et à cet instant-là, ses épaules se sont allumées. La lumière, juste au-dessus des clavicules, et la lumière juste à l'articulation de son bras. Ensuite, il a mis ses brassières, au-dessus et en dessous. Il a mis ses brassières à l'avant-bras, au-dessus et en dessous. Il a mis ses gants, et ils se sont allumés. Ses gants se sont allumés, avec la lampe qui était juste au-dessus, sur les phalanges. Ensuite, à ses bras, au-dessus de ses bras, ensuite, il y a eu la lumière qui s'est allumée. Il y a eu la lumière qui s'est allumée au-dessus de ses bras. Une lumière juste à l'articulation. Il y avait cette même lumière à l'articulation, juste au niveau de son épaule. Il y avait cette même lumière à l'articulation au niveau de son épaule. Il y avait la même lumière dans la paume de sa main. Une fois prêt, il avait pris son arme. Une fois prêt, il s'est installé par terre, à côté de Kent, et il a chargé son arme. Quand il a chargé son arme, il m'a regardé. Je lui ai fait un signe de la tête,
Il avait tout de suite compris que je voulais lui demander s'il était prêt ou non. Il m'a regardé, il a pris son fusil devant lui, son arme, et il l'a chargé. Il m'a montré toutes les balles qu'il avait mis dans son chargeur. Quand il m'a montré toutes les balles qu'il avait mis dans son chargeur, il a refermé le chargeur. Aussi vite qu'il l'avait ouvert, il l'a refermé. Il a pris son arme en main. Il est descendu. Il m'a fait un signe. Il a tendu la main à Kent, et Kent l'a rejoint en bas. Quand Kent l'a rejoint en bas, il a regardé l'équipage. Les portes se sont fermées, et eux deux qui partaient avec des lampes UV, eux deux qui partaient avec des lampes ultraviolets, étaient en train de rejoindre une grotte. Ce n'était pas prévu sur ce qu'ils devaient faire. Ils devaient simplement aller voir comment ça se passait la nuit. Ils devaient simplement aller voir comment ça se passait la nuit dans la faune et dans la flore. Ils devaient aller voir s'il y avait des animaux à protéger, s'il y avait des animaux, des canidés ou alors des félidés. Ils devaient aller voir s'il y avait des félidés ou alors des canidés à sauver. Ils devaient partir dans la forêt, voir les températures. Ils devaient simplement aller voir comment ça se passait. Sur le chemin, au lieu d'aller voir les températures, d'aller voir le temps qu'il fait la nuit, ils se sont dit qu'ils allaient trouver quelque chose d'autre. Ils se sont arrêtés un instant à l'arrière. À l'arrière, ils se sont arrêtés derrière un arbre. Un arbre s'était effondré à côté d'une antenne relais. Et ce même arbre a fait tomber l'antenne relais. Ce même arbre a fait tomber l'antenne relais, qui était tombée sur la suivante, qui était tombée sur la suivante, et qui était tombée sur la suivante. 4 antennes relais sont tombées par terre. 4 antennes relais sont tombées par terre au sol, laissant derrière les câbles électriques arrachés. Et 2 antennes relais qui étaient debout. 2 antennes relais qui étaient debout, qui fonctionnaient encore très légèrement. Les autres antennes relais étaient par terre avec les câbles arrachés. Il y avait un grand trou dans la terre. Juste au-dessus, il y avait l'arbre qui était effondré. On s'était posé contre les racines et on a réfléchi. Ensuite, on est allé voir et on a trouvé un endroit, un lieu, une grotte. On avait trouvé une grotte qui se trouvait entre deux grandes fosses. Entre deux grandes fosses, on a trouvé cette grotte. Il y avait cette grotte qui était entre 2 grandes fosses. Et dans les fosses, on entendait qu'il y avait une rivière tout au fond. Elle était petite et il y avait un petit courant très léger. La rivière était lumineuse. La rivière, par on ne sait quel phénomène, par on ne sait pas quel phénomène, la rivière était lumineuse et éclairait la fosse. Les 2 fosses qu'il y avait étaient éclairées par la lumière, par le courant de la rivière qui était éclairé, par on ne sait quel phénomène. On a regardé, on s'est dit que c'était de la radioactivité ou alors le courant électrique qui passait dans l'eau, le courant électrique qui était tombé à cause des antennes relais. C'était peut-être le courant électrique qui retombait durant la nuit à cause des antennes relais et qui allait s'émerger à l'intérieur de l'eau. On s'est dit que c'était peut-être ça. On l'a noté, on l'a écrit. Quand on l'a écrit avec notre stylo sur une tablette, avec notre stylo tactile, quand on l'a écrit sur une tablette, on l'a rangé dans un sac, la tablette tactile. Ensuite, on a fait un rapport de la situation. Un rapport des alentours. On a fait un rapport de ce qu'on avait vu. On a pris en photo la rivière. On a pris en photo les antennes relais qui étaient tombées. Les 2 antennes relais qui étaient toujours debout et qui ne fonctionnaient plus très bien, mais qui tout de même faisaient passer de l'électricité. C'était dangereux de rester à côté. Alors on est parti. Et quand on est revenu au vaisseau David, on avait sauvé un loup. À crinière. Qui était tout blanc, et il était parti en courant dans la forêt. J'avais envoyé Belle
et Lucas. Pour pouvoir aller sauver une louve, j'avais envoyé Belle et Lucas, parce que cette jeune louve était prisonnière d'un arbre. Elle était prisonnière d'un arbre, alors j'avais envoyé Belle et Lucas. Belle et Lucas étaient partis. Ils se préparèrent tous les deux. Tous les deux, ils se préparèrent à l'arrière. Ils étaient en train de mettre leurs épaulettes, et les lumières se sont allumées à leurs épaules. Ensuite, ils ont mis les brassières à l'avant, et les lumières se sont allumées aux articulations. Les brassières au-dessus, et les brassières en dessous. Ensuite, ils ont mis les brassières à leurs bras, et les lumières se sont allumées au-dessus et en dessous. Ils les ont posées correctement. Ils ont mis les gants, et les lumières se sont allumées aux poignets. Ensuite, aux phalanges, et ils sont partis. Quand ils ont mis le premier pas à l'extérieur, ils ont fait le même signe pour dire que c'était OK. Ils sont arrivés à l'arbre, affrontant la pluie torrentielle, Gaïa. Affrontant Gaïa, la pluie torrentielle, ils sont arrivés là-bas, et la jeune louve était en train d'hurler. Elle avait la patte qui saignait, et elle ne pouvait pas bouger. Elle avait coincé sa patte entre deux racines. Il y avait deux racines qui coinçaient sa patte, et sa patte était coincée avec un arbre qui était tombé. Avec un arbre qui était tombé, avec une branche qui était juste à côté. Elle ne pouvait pas sauter, elle ne pouvait pas sauter, elle ne pouvait pas marcher, elle ne pouvait pas passer au-dessus. Elle était coincée. On a alors pris ce qu'il nous fallait. On a pris un tréteau. Quand on a pris un tréteau, on l'a déposé par terre. Celui-ci était plus grand. C'était deux plateformes plates, les unes sur les autres. C'était deux plateformes plates les unes sur les autres qu'on passait en dessous. Les deux plateformes qui étaient plates, on les passait en dessous de l'arbre. Ensuite, il y avait quelque chose sur lequel il fallait qu'on fasse un code. Il y avait une plaque sur laquelle on devait faire un code. On avait donc fait un code. Ensuite, la plaque se relevait. La plaque se relevait de plus en plus. Et le tréteau, lui, était en train de remonter l'arbre. L'arbre était de plus en plus en train de monter. Le code qu'on avait fait montait l'arbre jusqu'à quelques mètres au moins. Jusqu'à quelques mètres au moins, l'arbre était en train de monter. Le tréteau levait l'arbre. Le tréteau était en train de lever l'arbre. La jeune louve était en train de regarder ce qui se passait autour d'elle. Au-dessus d'elle, elle voyait l'arbre qui était transporté. Ensuite, une navette est arrivée juste au-dessus, se positionnant juste au-dessus de la louve. Elle déploya une bâche. Quand elle déploya une bâche noire, on mit l'arbre à l'intérieur. On mit alors l'arbre à l'intérieur de la bâche noire, et la navette emporta la bâche avec l'arbre dessus. Il y avait des colsons et des harnais qui retenaient la bâche, qui étaient accrochés à des cordes dures et très serrées. En ficelles assez solides, des ficelles de métal. Il y avait des ficelles qui avaient été ficelées, des ficelles de métal, avec un colson et des harnais et des sangles. L'arbre était accroché à la bâche. La bâche avait été transportée jusqu'au vaisseau. Le vaisseau David avait reçu le tronc. Nous, on rapportait la louve. On était en train de rapporter la louve. On la tenait. On la tenait par le torse, par le buste. Par le buste, on la tenait. On avait un bustier. On avait une sorte de bâche qu'on appelait un bustier. Celle-ci, on la mettait autour du buste du loup. Autour du buste du loup, on mettait le bustier. On l'accrochait avec 3 sangles. Une fois accroché avec 3 sangles, le bustier qui était autour du buste de la louve était transporté. Nous, on la prenait avec ce bustier. On la levait.
Quand on la levait, celle-ci regardait partout autour d'elle. Elle se demandait ce qui se passait parce qu'elle n'avait plus les pattes à terre. On l'a emmenée un peu plus tard, quand la nuit commençait à tomber. On l'a emmenée dans le vaisseau David. On a regardé sa patte et comment elle allait. Elle allait mieux après quelques jours, après qu'on ait recousu sa patte. Un jour, un jeune enfant a demandé à Nell s'il pouvait aller sortir dehors avec le lionceau. Nell a regardé le jeune enfant. Quand il lui a demandé s'il pouvait aller dehors et sortir avec le lionceau, elle lui a répondu : « Tu sais à quoi ça ressemble dehors, après que la pluie Gaïa soit passée ? » Le jeune enfant s'est assis et s'est redressé contre le mur. Nell a mis un genou par terre. Nell a mis un genou par terre et s'est appuyée un peu contre le sol. Elle a regardé le jeune garçon, a mis sa main sur son épaule et lui a dit : « Dehors, après que Gaïa soit passée, après que la pluie soit passée, ça ressemble à une immensité d'eau. Il y a plein d'eau par terre. » Le jeune enfant regardait Nell, et Nell lui disait que ça ressemblait à une immensité d'eau, qu'il y avait plein d'eau par terre. Le jeune garçon imaginait déjà le paysage. Il imaginait déjà dehors comment ça devait être. Nell lui a dit que ce n'était pas profond, au moins quelques centimètres, sans plus. Alors Nell est partie à l'arrière du vaisseau. Nell est partie à l'arrière du vaisseau, abandonnant le jeune garçon. Le jeune garçon a regardé sa mère, et sa mère a rapproché son enfant d'elle. Elle lui a dit patience, en lui murmurant ça à l'oreille. Elle lui a dit patience une deuxième fois, lui murmurant à l'oreille de patienter. Nell est arrivée avec des chaussures et elle les a offertes au jeune garçon. Le jeune garçon a regardé les chaussures et a demandé c'est pour quoi faire. Nell lui a dit c'est pour marcher dans l'eau. Elle avait dit que c'était des chaussures plates, mais que c'était des chaussures qui n'absorbaient pas l'eau. C'était des chaussures dans lesquelles tu n'auras jamais d'eau. Et il n'y aura jamais d'eau qui vont couler dans les chaussures. Jamais. Parce que c'est des chaussures qui sont faites en une matière spéciale. Elle lui a donné les chaussures. Le jeune enfant les a enfilées. Nell s'est mis juste à côté de l'enfant. Quand Nell s'est mis à côté de l'enfant, elle lui a demandé « Alors, elles te vont ?» Le jeune enfant a souri et a simplement dit « À la perfection, parfaitement bien. » La jeune mère a remercié Nell. Nell s'est levée et est arrivée à l'intérieur du vaisseau. À l'intérieur du vaisseau, elle est arrivée dans le cockpit. Elle est arrivée dans le cockpit, là où on conduit le vaisseau. Elle a regardé David et elle a dit qu'elle venait d'offrir les chaussures pour aller dans l'eau à un jeune enfant qui allait sortir. David a souri, mais ne serait-ce que l'once d'un sourire. David a souri légèrement, sans la regarder, mais ne serait-ce que l'once d'un sourire ou d'un vrai sourire. Il ne l'a pas regardée. Sans réellement la regarder, elle s'est dit alors qu'il avait peut-être simplement envie de se concentrer sur sa mission, plus que les enfants à l'arrière qui patientaient. Le jeune enfant était sorti, et Nell avait dit à David, quand l'enfant est sorti, d'arrêter le vaisseau 1 minute. David a arrêté le vaisseau pendant 1 minute. Il a regardé l'enfant dehors, et par la fenêtre ouverte, il lui a dit « J'arrête le vaisseau pendant 1 heure. Tu as le temps de jouer avec le petit lionceau pendant 1 heure, 2 heures ou peut-être plus. Mais j'arrête le vaisseau. » La jeune mère a regardé Nell et David, est allée dans le cockpit, là où on conduit le vaisseau, et les a remerciés. Elle est allée se réasseoir à côté de son bébé et a regardé son fils jouer avec le lionceau. Son fils s'était assis à côté, sur le bord. Sur le bord, il s'était assis à côté, près d'un arbre, entre les racines. Il y avait un arbre avec 2 grandes racines qui se surélevaient du sol et qui enlevaient les autres racines du sol. Cet arbre, sur le côté, avait 2 grandes racines noires qui surélevaient du sol toutes les autres racines qui étaient noires, colorées par la terre.
sinon elles étaient de la même couleur que le tronc. Sinon les autres racines étaient de la même couleur que le tronc, mais colorées par la terre qui était humide est devenue très noire, à cause de l'eau qui l'avait humidifiée. Sinon la terre, elle était brune, brune claire. Mais à cause de l'eau, elle était devenue un peu noire. Les racines aussi d'ailleurs. Les racines qui avaient surélevé les autres racines. Le jeune enfant s'était mis là, et avait été chercher un bâton plutôt solide. Il avait été chercher un bâton plutôt solide dans la forêt. Il le lançait, et il en avait fait une lance, en faisant une pointe au bout. En faisant une pointe au bout, il avait fait une lance. Et il la lançait, et elle se piquait dans le sable tout au fond. Tout au fond, elle se piquait dans le sable, et le petit lionceau allait la rechercher et lui la rapportait, jusqu'au moment où le lionceau a senti l'odeur du sang. Quand le lionceau a senti l'odeur du sang, le lionceau est revenu tout blanc, tout mouillé, seulement avec le museau plein de sang. Le museau plein de sang, il est revenu, et le jeune enfant a averti qu'il y avait sûrement un animal blessé. Alors le lionceau a guidé Froy et Belle vers un animal blessé. Le lionceau a guidé Lucas, Froy et Belle. Quand le lionceau a guidé Froy, Belle et Lucas vers un animal blessé, ils l'ont ramené à l'intérieur. Celui-ci avait la moitié de son torse, de son buste, la moitié de son torse, son buste, son abdomen plutôt, parce que c'était un animal. C'était un animal, donc son abdomen, pour nous, son torse ou son buste, était ouvert. Quand on l'a ramené à l'intérieur et que son abdomen était ouvert, on lui a fait une petite cicatrice. On a enlevé ce qu'il y avait dans la plaie, un morceau de bois. On a enlevé ce qu'il y avait dans la plaie, c'était un morceau de bois. Ensuite, on a remis l'animal sur pied. On a refermé, recousu, et une fois l'animal sur pied, il s'en est allé dans la forêt. Le jeune enfant a continué à jouer. Le jeune enfant a continué à jouer avec le lionceau, mais une fois reparti dans le vaisseau a demandé au jeune enfant de regagner la passerelle. Il y avait la partie de la Terre qu'on appelait la partie A. Il y avait la partie de la Terre qu'on appelait la partie B. C'était deux parties différentes. Deux parties différentes, une partie de la Terre qu'on appelait la partie B, l'autre partie de la Terre qu'on appelait la partie A. Celle-ci, la partie A, et la partie B, c'était celle dans laquelle j'avais posé le vaisseau. J'avais posé le vaisseau entre deux grandes falaises. Il y avait une fissure assez grande sur la planète. Sur la planète, il y avait une fissure assez grande, au fond duquel passait une rivière, elle aussi assez grande. J'avais mis le vaisseau là, en suspens. Il était appuyé contre la partie A et la partie B. Un soir, alors que le soir arrivait, et que j'arrivais à voir le soleil, depuis le cockpit en bas. Depuis le cockpit en bas, j'arrivais à voir le soleil, depuis là où je conduis le vaisseau. Il y avait un coucher de soleil. Il était jaune, jaune très lumineux. Jaune très lumineux, bleu de temps en temps. Il y avait l'océan devant, donc il était bleu de temps en temps. De temps en temps, il était bleu parce qu'il y avait un océan. Il y avait la rivière, et la rivière s'étendait et s'élargissait. Elle s'étendait et s'élargissait dans un grand lac. Dans un grand lac, elle s'étendait et s'élargissait, et l'eau commençait à tomber, à se verser, par plusieurs rivières différentes. Il y avait une petite rivière, toute petite. Il y avait une petite rivière un peu plus fine. Ce n'était qu'un courant d'eau. Ce n'était qu'un courant d'eau, un petit courant, minuscule, qui passait sur le côté. Après, il y avait une fine ligne. Il y avait une fine ligne qui passait sur le côté. Celle-ci était si fine qu'on avait l'impression qu'il n'y avait même pas d'eau. Mais pourtant, il y en avait. Il y avait ce petit courant d'eau. Il y avait cette fine ligne. Et il y avait la grande rivière.
À côté, il y avait une rivière un peu plus petite, et celles-ci, toutes les 5, s'étendèrent dans l'eau. Le rebord de l'eau tout au fond, la ligne d'horizon. La ligne d'horizon tout au fond, le rebord de l'eau qui était bleu, se reflétait dans le jaune du soleil. Le jaune était si vif, si jaunâtre, qu'on aurait dit du blanc. En bas, sur la terre, des cerfs sont arrivés. En bas, sur le rebord, juste à côté de la rivière, il y avait une petite crique. Une petite baie. Et sur cette petite crique, il y avait des cerfs qui arrivaient par centaines, longeant le bord. Longeant le bord, j'avais l'impression qu'ils marchaient sur l'eau. Depuis le vaisseau, j'avais l'impression qu'ils marchaient tous sur l'eau, mais ils longeaient les bords. Et ils s'avançaient. Ils se sont tous arrêtés. Il y en avait un, puis 2 derrière, puis 3, puis 4 derrière, et 5, et 6. Ils se sont arrêtés tous en triangle juste devant. Juste devant, ils se sont arrêtés tous en triangle, et ils m'ont regardé. J'ai vu qu'il y avait un de mes soldats qui était descendu. Je l'ai appelé, je lui ai dit « Froy, remonte tout de suite ». Il m'a regardé. À cet instant-là, il a levé les yeux, et il avait une lance en main, la lance que le jeune garçon avait quand il jouait avec le lionceau. Je lui ai dit « Remonte tout de suite, qu'est-ce que tu comptes faire, Qu'est-ce que tu comptes faire ?» Je lui ai dit. Il m'a dit « Rien de spécial, seulement rester là ». Alors il avançait comme s'il avait un bâton de marche, au travers des cerfs. Plus il avançait, plus les cerfs s'écartaient. Ils s'écartaient et formèrent un passage. La rivière était tellement petite que je pouvais rentrer en basket. Ou alors en chaussures d'équipement dans l'eau, tellement l'eau était pas profonde, tellement elle était peu profonde. Je suis resté là pourtant, impatiemment. Puis ensuite je suis rentré dans le vaisseau. Je suis rentré dans le vaisseau David en passant par la passerelle. Un grand cerf au grand bois blanc m'a suivi, mais je lui ai dit non. Retournant dans la forêt, je l'ai vu, et je suis rentré par la passerelle dans le vaisseau David. Le lendemain, un cerf noir est arrivé. Le lendemain. Il avait tellement de poils qu'on aurait pu dire une fourrure. Il avait tellement de poils. Celui-ci était noir contrairement aux autres. Il s'était développé de la couleur sur lui. Il s'était développé de la couleur. Il était noir et un peu brun très foncé. Presque noir, mais il était entièrement noir. Ses bois aussi étaient noirs. Et il y avait 2 petits lionceaux qui jouaient. Ces 2 petits lionceaux, ils étaient en train de jouer dans l'eau qu'il restait. Le premier petit lionceau, aux oreilles noires et à la queue noire un peu touffue, était en train de mordre son frère à l'œil. Le deuxième était en train de mordre son frère, mais tout simplement pour jouer. Il était en train de mordre son frère à l'œil. Le second était en train de mordre son frère à l'oreille. Et ils étaient comme ça en train de jouer dans l'eau. Ils étaient tout mouillés et tout trempés. Leurs yeux pétillaient et scintillaient. Ils jouaient. L'un mordait l'autre à l'oreille et l'autre mordait l'un. L'un mordait l'autre à l'oreille et l'autre mordait l'un. Ils étaient en train de se mordre mutuellement. Le premier petit lionceau était en train de mordre son frère à l'oreille. Le deuxième était en train de le mordre à l'autre oreille. Et puis ensuite, je les ai regardés se battre. J'ai enlevé mon arme pour ne pas leur faire peur. Je l'ai posée à côté de moi. Je suis resté assis juste devant, les pieds dans l'eau, avec les chaussures de mon équipement. Je suis resté assis, les pieds dans l'eau. Ils se sont retournés et ont arrêté de se bagarrer. Ils avaient entendu le bruit
des chaussures de mon équipement qui avaient été dans l'eau. Ils avaient entendu le bruit des chaussures de mon équipement qui avaient été dans l'eau. Il n'y avait quelques centimètres d'eau, pas plus. Il n'y avait que quelques centimètres d'eau. Je me suis assis alors sur le bord de la marche, et je les ai regardés. Ils ont continué à se mordre. Le premier le mordait au visage. À l'œil, et je le regardais. Le deuxième était en train de le mordre au museau. Le deuxième ouvrait grand sa gueule, et était en train de le mordre au museau. Le deuxième qui ouvrait grand sa gueule, je pouvais voir ses crocs. Et il était en train de mordre son frère. Le second, lui, ouvrait grand sa gueule, et ses crocs je pouvais les voir encore. Il ouvrait grand sa gueule, et je pouvais voir ses crocs. Il s'attaquait à son frère. Il était en train de le mordre pour jouer. Il mettait sa patte au-dessus de son visage, et rabaissait un peu son visage. En appuyant sur son museau, il rabaissait son visage en appuyant avec sa patte. Sa patte était sur son oreille gauche, sur l'oreille gauche de son frère. Sa patte à lui était sur l'oreille gauche de son frère. Son frère le mordait à l'oreille pendant que lui il le mordait au museau. Ses crocs, je pouvais les apercevoir. Et la patte de son frère était appuyée par terre dans l'eau. Il était mouillé d'un côté, sec de l'autre, pendant que sa patte à son frère était sur lui, sur son museau. Il se débattait et était en train de mordre son frère sur le museau. Sur le museau, il mordait son frère, et à l'oreille, il mordait son frère. Je le regardais, sa patte sur le museau de son frère. Ils étaient en train de se battre et se mordaient de temps en temps à l'abdomen. À l'abdomen, de temps en temps, ils se mordaient. C'étaient deux petits mâles, qui étaient de la couleur d'un lion. De la couleur d'un lion, deux mâles de couleur crème. Deux mâles de couleur crème un peu orangeâtre. De couleur crème, ils étaient en train de se battre. Ils avaient la queue noire, avec l'arrière un petit peu touffu. L'arrière un petit peu touffu, la queue noire. Ils étaient de couleur crème un peu caramel. Ils se battaient et avaient les oreilles noires aussi un peu touffues. Je les ai vus et derrière est arrivé un grand cerf noir qui les regardait, sans bouger, sans rien faire. Sans rien faire, il les regardait. Il a baissé la tête, baissé sa garde, et est reparti ensuite. Ensuite, il est reparti dans la forêt, sans rien faire, sans aucun mouvement. Il n'y a que les pattes qui bougeaient. Un animal qu'on n'avait jamais vu nous a montré sa tanière. Cet animal qu'on n'avait jamais vu nous a montré sa tanière. C'était un chien-loup. Il n'avait pas d'œil. Il ne possédait pas d'yeux. Il était aveugle. Il avait une grande fourrure, plutôt belle, une grande fourrure, mais il n'avait pas d'yeux. Il ne savait pas voir, il n'en possédait pas. Et même sans ses yeux, il savait se guider, très très bien. Aussi bien que nous avec nos armes et avec nos radars. Aussi bien que nous avec nos radars et nos armes. Avec tout ce qu'on a, avec tout ce qu'on peut, on réussit à se guider. Nos GPS, nos armes, avec tout ce qu'on peut, tout ce qu'on a, tout ce qu'on réussit à construire dans le vaisseau. Tout ce qu'on a réussi à construire dans le vaisseau, des radars, des GPS, des armes, tout ça, on réussit à se guider dans la forêt, à se retrouver. Des montres, des boussoles, des horloges, des tablettes, des PC, tout ça. Les montres, les PC, les horloges, les boussoles, les armes ou encore les montres. Tout ça, on réussit à se guider avec. Lui, il le faisait encore mieux que nous. Il arrivait à se guider mieux qu'avec une montre, mieux qu'avec une horloge, mieux qu'avec une tablette, mieux qu'avec un PC, mieux qu'avec tout ce qu'on a, mieux qu'avec une arme, mieux qu'avec un point rouge de sniper. Il arrivait à se guider tout seul, et il a marché, jusqu'à sa tanière. C'était en dessous d'une falaise. Il y avait un trou.
il y avait un trou. Quand on est rentré, lui, il est rentré chez lui, par la forêt. Par la forêt, il est rentré chez lui. Quand on est rentré, j'ai soupiré. Et j'ai regardé un comptoir, avec une horloge, avec une montre, avec un PC, avec une tablette. J'ai regardé le PC, j'ai regardé la tablette, j'ai regardé la montre, j'ai regardé la boussole, j'ai regardé l'aiguille avec une pointe tout au bout qui nous permet de nous guider. Cette aiguille avec une pointe tout au bout qui nous permet de nous guider, c'était une femme avec son enfant qu'elle l'avait en main. Elle la faisait tourner au-dessus d'une carte. Et je lui demandais comment ça allait pour trouver le nord, le sud, l'ouest et l'est. Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle continuait à faire tourner cette aiguille accrochée à un fil. Je l'ai regardée, et j'ai regardé le nombre de PC qu'il y avait sur la table. Il y avait 4 PC à 3 écrans. Il y avait 4 PC à 3 écrans, 2 tablettes, et sur les 4 PC à 3 écrans, il y avait quand même une horloge en plus. Il y avait une horloge, une boussole, une montre. Il y avait même une horloge pour mettre sur les murs. Il y avait une horloge électrique, et je me suis dit, on est quand même le seul peuple au monde. C'est la seule chose que je me suis dit en voyant toutes ces horloges, toutes ces montres, toutes ces heures, toutes ces minutes, toutes ces heures, toutes ces secondes suspendues que je voyais accrochées au mur. Il y avait une horloge électrique, une horloge à aiguille, une deuxième horloge silencieuse et une autre qui faisait du bruit. Il y avait ces PC avec des horloges, des montres, électriques et pas électriques, qui étaient sur les PC. Il y avait la tablette avec une horloge électrique et pas électrique sur la tablette. Je me suis dit que nous étions quand même le seul peuple à avoir besoin du temps. J'ai regardé les animaux par la fenêtre et je me suis dit que eux, ils n'avaient pas besoin du temps. Ils s'en foutaient. Ils s'en foutaient réellement. Le temps leur était pas utile. Nous étions le seul peuple, en voyant cette table, qui a besoin tout le temps. Tout le temps, on a besoin du temps. On a tout le temps besoin de ça. On a besoin de savoir quelle heure il est pour partir chasser. On a besoin de savoir quelle heure il est pour partir dehors. On a besoin de savoir quelle heure il est pour partir la nuit. On a besoin de savoir quelle heure il est pour quand on doit partir la nuit. On a besoin de savoir quelle heure il est pour savoir quand on est au milieu de la nuit ou au début ou à la fin. On a besoin de savoir l'heure pour savoir quand on doit partir le matin. Et les animaux, je les regardais libres à ne pas avoir besoin de ça. C'était parfois pénible de vivre ici. Parfois c'était pénible de vivre ici. Il y avait des vieilles personnes qui étaient en train de mourir, de périr. Il y avait des vieilles personnes qui n'avaient plus d'oxygène. Et nous, on n'avait plus d'oxygène. Certaines personnes n'arrivaient pas bien à respirer. Il y avait d'autres personnes qui toussaient, toussaient et toussaient encore. Certaines femmes étaient malades et tenaient leurs enfants dans leurs bras. Il y avait une femme avec 4 enfants, qu'il les avait chacun, des 2 côtés, dans ses bras, qu'il les resserrait un peu plus contre elle. Il y avait une femme qui était enceinte et qui toussait. Elle toussait et toussait et toussait. Toutes les minutes, il y avait quelqu'un qui venait prendre son pouls, sa température et sa tension. La jeune femme était souvent aidée. Elle toussait et toussait encore, elle toussait. Un moment, je suis venu m'asseoir à côté d'elle et je lui ai posé une question. Je lui ai posé une question, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voudriez faire pour votre dernier jour sur la terre ?» Elle toussait et elle toussait. Elle n'allait pas tarder de se vider de son sang. Chaque fois qu'elle mettait ses mains sur la bouche, c'était pour essuyer le sang qu'elle avait sur le bord des lèvres. Elle toussait encore et j'entendais le vide dans ses poumons. J'avais l'impression que ses poumons étaient remplis de sable. J'avais l'impression que ses poumons étaient remplis de sable et qu'elle vomissait du sang. Mais c'était par poignées.
C'était par poignées. Elle toussait et elle avait du sang dans les mains. Elle regardait ses enfants, et ses enfants regardaient ailleurs. Le vieil homme à côté, lui, n'arrivait pas à respirer, pas bien. Il y avait un garçon à côté qui s'amusait, avec ce qu'il pouvait, les archives du vaisseau. Il les déchirait et restructurait les feuilles. Il restructurait les feuilles, il les déchirait. Il en déchirait d'autres en plus petits morceaux. En gros, je le regardais, il était en train de se faire des puzzles. Il était en train de se faire des puzzles, et avec la boîte, il jouait. Il la poussait, il la prenait, il la gardait. Il y avait un jeune enfant qui venait de naître, une jeune fille enveloppée dans des draps. Cette jeune fille enveloppée dans des draps blancs, je la regardais. Elle était là en train de pleurer, et j'entendais ses cris partout. Partout, j'entendais ses cris. Mais à quoi bon? À quoi bon résister? À quoi bon résister à l'envie de hurler, qu'elle arrête d'hurler? J'ai regardé tout le monde dans le vaisseau, et je me suis dit qu'il y avait des gens qui avaient plus de problèmes que moi. J'ai eu le réflexe de regarder ma montre, encore une fois ce réflexe. L'heure, le temps. Toujours le temps, le temps, le temps. On a toujours besoin de le savoir, nous, alors que les animaux n'ont pas besoin de le savoir. J'ai observé 3 minutes, 4, 5, 6. Tu es arrivé à côté de moi et tu t'es posé dehors, juste à côté de moi. Juste à côté de moi, tu t'es posé dehors et tu as regardé, en silence. Tu es resté en silence à côté de moi, sans rien faire, sans rien dire. J'ai soupiré et là tu t'es tourné vers moi. Tu m'as demandé qu'est-ce qu'il y a. J'ai dit qu'est-ce qu'il y a et je t'ai regardé toi, fronçant les sourcils comme si j'étais énervé. Fronçant les sourcils comme si j'étais énervé, je t'ai regardé toi et je t'ai dit toi qu'est-ce qu'il y a. Tu m'as regardé et tu as dit non, je veux savoir. On a commencé à parler calmement. Et plus on parlait, plus je n'entendais plus ce qu'il y avait à l'arrière. Les hurlements, les personnes qui toussaient, le sang et les aides qui venaient aux personnes. Les aides qui venaient aux personnes qui en avaient besoin, je ne les entendais plus. Plus tu me parlais, plus tu me posais des questions. Plus je réfléchissais à si je voulais te dire non, toi réponds-moi. Plus je réfléchissais à me dire non, toi réponds-moi, ou non, je n'ai pas envie de répondre. Plus je réfléchissais à ça, à non, je n'ai pas envie de répondre, ou toi réponds-moi, je ne sais pas, mais je n'entendais plus ce qu'il y avait derrière. Alors tu m'as regardé et tu as dit finalement, tant que je suis avec toi, tout va bien, t'appuyant sur mon épaule. C'était vrai en même temps. Tant que je suis avec toi, tout va bien. Et je me suis tourné vers toi, Freud. Je crois qu'on était les deux seuls premiers à pouvoir effacer tout ce bruit. Je crois qu'on était vraiment les deux seuls premiers à pouvoir effacer tout ce bruit. Mais c'est uniquement quand j'ai ressenti la douce caresse de tes lèvres contre les miennes. C'est uniquement quand j'ai senti la douce caresse de tes lèvres contre les miennes, de ta main sur mes côtes et de tes lèvres sur les miennes, posées à me regarder droit dans les yeux, ton nez contre mon nez, ton visage contre le mien, ta main dans ma nuque, la chaleur de ton corps contre le mien. C'est uniquement quand j'ai senti ça que j'ai pu me rendre compte que tout avait disparu, même l'herbe, même les arbres. Tout ce qu'il y avait derrière moi n'avait plus d'utilité. Je ne ressentais même plus les épaulettes de mon armure. Je ne ressentais même plus les brassières avant et arrière. Je ne ressentais plus les brassières en bas et au-dessus. Je ne les ressentais plus. Je ne ressentais même plus. Je ne ressentais plus rien. Quand tu es venu près de moi et que tu t'es assis, j'ai su directement que tu allais faire ça. J'ai regardé partout autour de moi. Je ne ressentais plus les jambières. Je ne ressentais plus les jambières, plus rien. Je t'ai regardé et la seule chose que je sentais, c'était la chaleur de ton corps contre le mien. La chaleur de ton corps contre le mien,
la douceur de tes lèvres contre les miennes, la douceur de ton nez contre le mien, les mouvements d'avant en arrière que tu faisais très légèrement, ces mouvements de tête d'avant en arrière que tu faisais légèrement, me caresser les côtes avec ta main que tu faisais légèrement aussi. Je ne ressentais que ça, et pourtant, on était les seuls à avoir réussi à effacer tout ce boucan.